Dossier du jour, refaire sa vie à tout âge, c'est possible et on va vous le prouver. Et pour nous éclairer sur ce sujet, Florence Guichard. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Ose, un homme sur le net ». On va parler de ces gens de plus de 60 ans qui vont aussi sur les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres. Et puis Mathieu Vénis est avec nous pour parler de changement de vie en général, fondateur du site Penser et Agir et auteur du livre « C'est décidé, je change de vie ». Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous en visio ce matin. Alors vous savez ce qu'on va faire juste avant de discuter ensemble. Je vous propose de regarder ce document qui nous dresse en quelques chiffres le portrait robot de ces Français qui refont leur vie. T'es plus avec Rodolphe ? Non, on est arrivé au bout de ce qu'on avait à vivre ensemble. Depuis la fin des années 90, le nombre de séparations en France a explosé, tout type d'union confondu. Aujourd'hui, 46% des mariages se terminent par un divorce, en moyenne autour de 43 ans. Autre phénomène notable, les plus de 55 ans se séparent aussi plus facilement. Le taux de divorce après un mariage de plus de 35 ans a été multiplié par près de 2 en 10 ans. Mais si on se sépare, c'est qu'on croit encore à l'amour. Et bonne nouvelle, on refait sa vie à tout âge. Même avec des enfants, la famille recomposée fait désormais partie du paysage. Elle représente 9% des familles françaises. Pour les seniors, l'espoir d'un nouvel amour est toujours là. Les plus de 60 ans avouent à 96% qu'ils désirent tomber amoureux et 70% affirment qu'un coup de foudre est toujours possible. Lorsque les choses se passent bien, le nouveau couple n'a plus qu'à roucouler, sans préoccupation de carrière, sans responsabilité parentale et en totale liberté d'agenda. Elle est pas belle, la nouvelle vie ? Alors avant de parler du changement de vie en général et pour toutes les générations, on va commencer justement avec ce qu'on aperçoit à la fin de ce reportage, les plus de 55, 60 ans. Florence Guichard, vous avez donc écrit ce livre, hein, « Ose, un homme sur le net », refaire sa vie après 60 ans. On a vu qu'il y avait 2 fois plus de divorces, de personnes qui sont en couple depuis 35 ans. Aujourd'hui, ça passe forcément par les réseaux sociaux, par les plateformes de rencontres. C'est vrai que c'est un outil qui peut être efficace. Après, au niveau du résultat ou de la durée, c'est une autre histoire très personnelle. Mais en tout cas, c'est un outil en effet pratique, hein, et surtout actuellement avec le mode confiné, ça permet quand même de garder des contacts ou de démarrer de nouveaux contacts. Oui, c'est d'autant plus utile aujourd'hui qu'il y a encore 1 ou 2 ans. Vous dites, on y rencontre aussi des personnes souvent très différentes de notre entourage habituel. Tout à fait. C'est vrai que dans notre cercle familial ou social, voilà, on rencontre un peu toujours le même style de gens. Et les sites de rencontres permettent justement de nous ouvrir à d'autres cercles sociaux. Après, est-ce que ça nous permet d'envisager d'autres types de rencontres? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives. À 60 ans, on a déjà des familles, des vies qui sont déjà bien remplies. Votre conseil au démarrage d'une relation, c'est quoi? C'est d'habiter assez rapidement ensemble ou on reste un peu chacun chez soi pendant un bon moment? L'idée, en effet, c'est l'idée de réinventer l'amour à 60 ans. Donc, comment est-ce qu'on a en effet chacun notre famille, notre passé, notre vie active avec plusieurs fragments de vie. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a tendance à dire, prenons le meilleur et évitons le pire. Donc, est-ce que c'est garder chacun sa maison? Est-ce que c'est prévoir faire un chemin de vie ensemble en prévoyant un projet à 2, enfin, tout est possible, je dirais. Voilà, alors on garde chacun sa maison, mais vous avez dit ça ne dure qu'un temps, ça. Hein. Si on veut vraiment que ça dure, au bout de 2, 3 ans, il faut quand même commencer à s'engager, quoi. Ça c'est ma position personnelle. Après, tout engagement mérite quelque chose de concret, je pense, en tout cas. Vous dites aussi, et ça pour ceux qui n'osent pas changer de vie, parce qu'ils se disent, justement, ça fait 35 ans que je suis en couple, même si je n'y trouve pas vraiment mon compte, pourquoi changer? Vous dites c'est beaucoup plus facile, on perd moins de temps, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche. Tout à fait, on a un vécu, hein, on a un passé, une expérience, et l'idée, je vous dis, c'est d'aller dans quelque chose de plaisant, pas quelque chose de négatif. Hein. D'accord, donc on va chercher la notion de plaisir partagé, et puis on va terminer avec ce dont vous parlez aussi beaucoup dans ce livre, c'est la femme après 60 ans, et vous dites ça a bien changé, en 30-40 ans, on a gagné une espérance de vie assez incroyable, à 60 ans, on a encore largement un quart de siècle devant soi, et vous dites la femme a droit au plaisir
plaisir. Mais il faut réinventer un petit peu ce plaisir. Oui, bah c'est le plaisir. Le corps a des désirs. On a envie d'une vie amoureuse. C'est vrai qu'à 60 ans, honnêtement, maintenant, on fait plus 60 ans. Hein, on fait plutôt 50 ans. Et voilà, tout est encore ouvert devant nous. Et les corps sont aussi vivants. C'est d'ailleurs le sujet de votre prochain livre, qui aura pour titre Réinventer l'amour à 60 ans. Réinventer l'amour à 60 ans. Vous viendrez nous en parler à ce moment-là. Quel serait votre conseil, vous qui avez visiblement refait votre vie et qui êtes plutôt épanoui sur ce plateau, à quelqu'un qui serait dans l'entre-deux, qui n'oserait pas se lancer dans une nouvelle vie après 60 ans? Moi, je dirais oser et puis regarder vers l'avenir. De toute façon, le passé est le passé et il faut regarder vers l'avenir. Donc voilà. Alors, écoutez, on va maintenant passer le relais à Mathieu Vénis, qui est avec nous en visio, fondateur de Penser et Agir.fr. C'est un site dédié au développement personnel par l'action. C'est important, vous dites on pense, mais on agit, vraiment. Et vous êtes également l'auteur de ce livre, C'est décidé, je change de vie, publié aux éditions Interéditions. Alors Mathieu, refaire sa vie, changer de carrière, redonner du sens à sa vie, est-ce que c'est vraiment possible à tout âge? Alors la réponse courte, c'est oui. Oui, c'est possible à tout âge. Et lorsqu'on a envie de changer de vie, il y a un mécanisme qui se passe, ce qu'on appelle sur Penser Agir les stratégies de l'inconscient, les stratégies de l'échec. Et on va souvent réfléchir à comment est-ce que ça peut ne pas fonctionner, plutôt que se dire qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, et essayer plutôt que de voir comment à l'extérieur ça pourrait ne pas fonctionner, plutôt se dire qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais jeune, c'était quoi cette énergie que j'avais en moi quand j'étais enfant, et si je me raccorde à ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire simplement et comment est-ce que je vais me choisir moi plutôt que de conditionner ma vision et mon changement de vie par rapport au reste du monde que je ne contrôle pas. Voilà, donc il faut prendre la question à l'envers. C'est pas je suis incapable de, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire et dont je suis certain. Dans votre livre et sur votre site, alors vous répétez effectivement sans cesse, parce qu'un seul choix peut tout changer. C'est quoi ce choix ? Le choix, c'est de se choisir soi. Il y a des concepts que je donne dans le livre, notamment la vision quotidienne et la vision ancrée. Et j'aime bien parler de ce banquier, c'est un personnage fictif qui va à son travail. Quand il était jeune, il avait envie de faire le tour du monde. Et tous les jours, il se retrouve dans un métro bondé, à penser comme ça et à maugréer et à râler dans sa tête en disant « Ah, j'aimerais faire ce tour du monde, j'aimerais faire ce tour du monde. » Et puis, en machine automatique, il arrive au travail, il est devant son bureau, il a son casque dans les oreilles, il écoute sa musique, il travaille machinalement. Et à un moment, il y a Claude François qui arrive dans ses oreilles et qui fait « Le lundi au soleil », vous savez, cette musique-là. Ouais. Et là, s'il a cette vision quotidienne de ce banquier qui va tous les jours machinalement à son bureau, il va se dire « Ah, ça, c'est pas pour moi. Je ne peux pas le faire. Je suis trop vieux ou je suis trop engagé, j'ai fait trop d'études, etc. » Donc, toutes ces stratégies de l'inconscient. Alors qu'à l'inverse, si on parle de la vision ancrée et qu'on pense au même Thomas, ce banquier, dans le même quotidien, mais qui, quand il est dans ce métro bondé, il est encore connecté à cette énergie, ce rêve de gosse, et il se dit « Ah, je vais bientôt voyager, je vais y aller. » Et quand il est au travail et qu'il travaille, même si c'est machinalement et si c'est alimentaire, quand il entend Claude François qui chante Le lundi au soleil, il se dit « Ah, ça me donne envie. D'ailleurs, c'est quoi la prochaine étape, la prochaine action que je vais mettre en place pour le faire, ce voyage qui m'inspire ?» Et comme ça, il tend vers le changement de vie doucement. Et c'est pour ça que vous dites il ne faut pas se faire une montagne du changement. Facile à dire, est-ce que c'est vraiment facile à faire pour s'en convaincre? Vous avez un exemple? Alors, j'ai même 3 exemples. J'ai déjà une citation. Il y a un journaliste qui a posé la question à Stephen King. Un jour, il a dit « Stephen King, comment est-ce qu'on fait pour être un auteur mondialement reconnu ?» Et il a répondu « Vous avez besoin de 2 choses. Aimer lire et aimer écrire. Arrêtez de réfléchir à comment vous allez être édité ou autre. Déjà, commencez par écrire. C'est toujours la même chose. Renouer avec ses passions. » Et j'ai 2 exemples par rapport aux personnes que j'accompagne. Oui. Je pense à cette personne qui avait plus de 60 ans, qui était une grand-mère, une mamie, et qui toute sa vie voulait être une peintre, une artiste. Et elle s'est dit, et si je me remettais à la peinture, si je m'autorisais à me remettre à la peinture? Et donc elle a commencé à peindre tout simplement. Et là, le changement, il est fait à l'intérieur. Parce qu'elle est en train de peindre, elle est cette artiste, même si elle n'expose pas dans les galeries. Et ce qui se passe et qui est super intéressant, c'est du point de vue transgénérationnel. Quelle est l'image de la grand-mère sur sa fille et sur ses petits-fils et ses petites-filles? Puisque quand l'enfant va chez la grand-mère et qu'il voit sa grand-mère ou sa mamie
en train de peindre comme ça et en train d'être contente, et que le petit enfant, il va voir sa grand-mère et il dit « Ah, mamie, t'es en train de peindre, montre-moi ». Et bien là, la grand-mère, même si elle n'a pas réalisé son rêve d'exposer dans des galeries, elle est en train de le réaliser parce qu'elle a renoué avec cette énergie et elle est en train de peindre. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que déjà par exemplarité, ça va déteindre sur la fille et l'enfant, qui vont eux aussi s'autoriser à rêver, en disant ouais, c'est génial ce qu'elle fait mamie, et moi, qu'est-ce que je veux faire? Et le deuxième effet qui se coule, ou l'effet domino, c'est que, eh bien, avec ce premier tableau, elle va ensuite en faire un deuxième, puis un troisième, puis rencontrer des personnes qui peignent, et petit à petit, elle va finir par exposer dans cette galerie. Voilà. Et après, je ne sais pas si j'ai le temps de donner un deuxième exemple. À vous de me alors le deuxième exemple, allez, on y va très très court. Si vous pouvez me le faire en 30 secondes, parce qu'ils sont parlants vos exemples, donc on a envie de les écouter avec Florence, par exemple. Alors, c'est l'une de mes clientes, on s'est rencontrés et elle me dit, moi, ma fille, elle veut absolument danser, mais moi, je veux pas parce que stratégie de l'échec dans l'inconscient, c'est pas un métier, etc. Ouais. Et moi, je lui dis, non, non, non. Donne-lui une chance, passe un contrat avec elle. Elle fait son école et on voit ce que ça donne. 3 mois après, je l'ai au téléphone, elle m'a dit, Mathieu, tu viens de changer ma vie en un petit truc. J'ai laissé ma fille le faire, je l'ai jamais vue aussi épanouie. Elle va à son école de danse avec passion. Je sais pas ce qu'elle y trouve dedans. Et du coup, parce qu'elle est exemplaire, ma fille, moi, je m'autorise à me remettre à la peinture. Et cette dame s'est remise à la peinture et a retrouvé le goût de vivre. C'est aussi simple que ça. Voilà, on n'est pas obligé de peindre pour se réaliser, hein, ça peut être toute autre activité. Alors quel serait maintenant votre conseil? Parce qu'il y en a à qui vous donnez envie là, de faire ce dont ils ont envie depuis tout petit, mais qui repoussent, qui procrastinent. On se reconnaît tous un peu là-dedans. Quel est votre conseil pour arrêter de reporter ces projets en permanence? La procrastination, c'est un mot assez barbare qu'on voit partout dans les magazines, l'art de remettre tout au lendemain. Il y a une étude que j'adore pour débloquer un petit peu les personnes là-dessus. C'est une étude de Bronnie Ware, une infirmière australienne qui accompagnait les personnes en fin de vie, donc on dit en soins palliatifs, juste avant leur mort. Et elle a enquêté, elle leur a posé une question. Elle leur a dit, quels sont vos 5 plus grands, enfin, quels sont vos regrets principaux, si vous aviez un regret? Et elle a étudié des dizaines et des dizaines de personnes, peut-être même des centaines, je ne sais plus exactement. Elle a isolé les 5 regrets principaux des mourants. Et le principal, je vais juste en partager un ici, c'est « j'aurais préféré vivre ma vie plutôt que celle que les autres voulaient pour moi ». La leçon derrière, c'est « j'aurais préféré essayer de faire sans parler de réussir », c'est-à-dire avoir des remords, plutôt qu'aujourd'hui me retrouver sur mon lit de mort et me dire « et si j'avais essayé ?» sans parler de réussite. Et si j'avais essayé, est-ce que j'aurais pu le faire? Donc plutôt avoir des remords que des regrets. Quand on comprend ça et qu'on a cette étude en face, c'est comme si on avait une boule de cristal. Et on se dit non, 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 non. Si la plupart des personnes, au moment de mourir, sur leur lit de mort, elles disent cette phrase, et c'est ce qui m'est arrivé en 2011 quand j'ai découvert cette étude, je me suis dit non, jamais je dirais ça. Je préfère essayer et rater, donc pourquoi pas avoir des remords, plutôt que de regretter de ne pas avoir essayé. C'est entendu. Et quand on essaye, on peut réussir. Absolument. Et ce que vous dites aussi dans votre bouquin, c'est que la seule personne qui nous empêche fondamentalement d'avancer, eh bien, c'est nous. Hein. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Et en résumé, on se teste, on se lance, on essaie. Même si on ne réussit pas, on aura plus des remords, mais pas de regrets, en tout cas, sur notre lit de mort, comme vous le disiez à l'instant. Merci beaucoup. On aurait pu parler des heures avec vous, Mathieu, sur ce changement de vie. À très bientôt, sans doute, pour en parler peut-être de vive voix sur ce plateau. Merci également à vous, Florence. Et nous, on va retrouver quelqu'un qui, comme vous deux, va nous donner de l'énergie. C'est Sophia Carias.